Bienvenue à compte complet, notre balado hebdomadaire sur ce qui se passe dans le monde du baseball. Alain Userouge en compagnie de Mark Griffin. Les deux prochains balados seront consacrés en grande partie aux Olympiques. La semaine prochaine, ce sera le tournoi de baseball olympique qui va s'amorcer. J'y serai avec Mark Griffin. 6 équipes sont qualifiées. Entre-temps, ce mardi s'amorce le tournoi de softball olympique. Je pense que c'était une belle occasion pour aller voir ce qui se passe de ce côté, d'autant plus que l'équipe canadienne est qualifiée. Et on a une invitée, c'est celle qui sera l'analyste à mes côtés à RDS et à Radio-Canada tout au long des Jeux olympiques de Tokyo. Evelyne Paré, ancienne membre de l'équipe nationale. Evelyne, bienvenue avec nous. Je suis très content de t'avoir aujourd'hui. Bonjour, merci de me recevoir. Oui, d'abord, Evelyne, j'aimerais qu'on parle de l'équipe canadienne. Il y a 6 équipes. L'équipe canadienne s'est qualifiée lors d'un tournoi qui impliquait les équipes de l'Amérique. On a terminé deuxième. Il y avait 2 équipes qui se qualifiaient. Le Canada l'a fait contre le Mexique. Si tu nous parlais de la composition de l'équipe canadienne, ce que j'ai cru voir au départ, c'est qu'on a misé principalement sur l'expérience. Oui, l'équipe canadienne a un bon mix quand même, mais on a quelques Olympiennes qui font un retour, qui sont restées depuis 2008. Il y en a qui ont eu quelques années sabbatiques, puis ont fait un retour quand que le softball a été remis sur le programme olympique. Il y a plusieurs... Je crois que la plus jeune, ou du moins celle qui est là depuis le moins longtemps, est quand même là depuis un 4-5 ans. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'expérience là. Les attentes vont être assez élevées au niveau de l'équipe canadienne. Il y a eu, bon, évidemment, ça fait un petit bout de temps que le softball, un peu comme le baseball, où, bon, il y a eu une pause olympique. Qu'est-ce que ça a fait au sport? Est-ce que on a perdu des bons joueurs? Est-ce que là, avec le retour, on sent une espèce d'engouement au softball de prouver à nouveau que, bon, c'est un sport olympique, que ça devrait rester? Oui, il y a plusieurs, justement, les Olympiennes qui après les Olympiques, avaient resté quelques années, puis ont pris sabbatique. Elle pensait qu'elle allait être retraitée jusqu'à ce que le sport revienne. Alors, c'est sûr que le financement au niveau des gouvernements a beaucoup baissé pour tout ce qui est des sports nationaux qui n'étaient pas olympiques. Donc, l'engouement est un petit peu moins élevé. Quand il y a eu le retour du sport officiel aux Olympiques, il y a eu 6 anciennes qui sont revenues, donc ça leur a ramené beaucoup d'engouement. Le niveau de jeu au niveau du championnat du monde, le dernier championnat du monde a été beaucoup rehaussé. Les financements ont été très élevés. Aussi, on le sait que le softball va se faire réenlever pour le 2024. Alors, tout le monde met beaucoup d'emphase sur l'entraînement. Ils ont une chance. Donc, malheureusement, ça risque que toutes les joueuses de beaucoup d'expérience vont retourner à la retraite après ces Jeux olympiques-là. Mais on va voir ce qui va arriver pour les 2028. Là. Oui. Au cours des derniers championnats du monde, la finale a été jouée entre les Américaines et les Japonaises. Les Canadiennes, malheureusement, historiquement, quand on regarde les Jeux olympiques, on pourrait penser, compte tenu du bassin de joueurs, compte tenu qu'on passe par la NCAA souvent, que le Canada serait une force, mais on n'a jamais remporté de médaille olympique. Est-ce que cette année pourrait être la bonne, là? Effectivement, la meilleure performance était en 2008 au dernier jeu à Bégin qui ont fini quatrième, qui était un peu déçu de ne pas avoir fait le podium. Quatrième, c'est toujours un peu la pire position à terminer. Oui. En ce moment, le Canada est classé mondialement en 3e position. Donc, ils ont dépassé... donc là, en ce moment, c'est États-Unis, Japon, Canada au classement mondial là, avec la WBSC, les points accumulés avec tous les tournois internationaux qui y participent. Ça risque d'être une des équipes. En ce moment, le Canada est le plus fort qu'ils ont jamais été. Donc, les attentes vont être très élevées. Ils veulent faire un podium, justement, en plus qu'en ce moment, ils sont classés 3e. Je dirais les 4 premières équipes, là. L'Australie a toujours fait un podium, mais dans les dernières années, au niveau international, performe un petit peu moins que les 3 autres équipes. Mais ce top 4-là là, vont, peu importe qui finit en 4e position, ils vont être très déçus de ne pas faire le podium. Ça va être une très bonne bataille. Après ça, on a les équipes Cendrillon qui vont essayer de percer le top. Mais effectivement, le Canada
si on regarde aux championnats du monde, aux Jeux panaméricains, aux qualifications, ils font souvent beaucoup de podiums, surtout aux championnats du monde. Puis aux Olympiques, ils n'ont pas encore eu cette chance-là, donc ils vont essayer de pouvoir percer là, ce podium-là. Et si on avait à décrire l'équipe canadienne, les forces, les faiblesses, on sait que chaque pays parfois a des particularités, que ce soit très fort en attaque, moins bon en défense. Si on avait à décrire l'équipe canadienne cette année qui se présente, quelles seraient les forces et quelles sont les faiblesses? Je dirais que la plus grosse force, c'est leur staff de lanceurs. C'est une des seules équipes, du moins, qui s'en va aux Olympiques, qualifiées aux Olympiques, que tout leur staff de lanceurs est très dominant. Ils n'ont pas, si je compare, disons, au Japon, peu importe une demi-finale, finale, c'est tout le temps la même qui va lancer les gros matchs. Tandis que le Canada, ils ont vraiment un staff de 3 lanceurs qui peuvent, au travers de l'année, ils font vraiment une belle rotation au travers de leurs lanceurs qui fait qu'ils sont beaucoup moins fatigués. Puis, ils peuvent se permettre, ils ont le luxe de pouvoir se permettre de pouvoir choisir la lanceuse qui lance, pas par rapport parce que c'est un gros match, mais par rapport à quelle sorte d'adversaire qu'ils vont affronter. Donc, c'est un gros avantage pour eux. Ils ont souvent déjà la rotation de lanceurs de planifier pendant un match, tandis que, parce qu'ils sont tous fortes, donc peu importe, ils aiment ça bien changer le beat au travers du match déjà planifié. Tandis qu'il y a beaucoup d'autres équipes qui vont attendre que leur lanceur numéro 1 se mette un peu dans le trouble avant de faire un changement. Donc ça, c'est un gros avantage au niveau des Canadiennes. La rapidité de tous les joueurs, la vitesse moyenne de l'équipe est très, très élevée, comparable un petit peu. Le Japon aussi est très, très élevé. Mais je dirais que la rapidité sur les buts, l'intelligence, comment voler les buts. Au championnat du monde, dans les 5 filles qui ont volé le plus de buts, il y en a 2, c'est les Canadiennes. Le nombre de coups de circuit. Aussi, on a plusieurs frappeurs de puissance qui peuvent arriver à un moment opportun. Ils réagissent bien sous la pression aussi. Ils ont gagné des gros matchs contre les États-Unis. Ils ont eu aussi des matchs contre le Japon. Donc, ils sont capables vraiment de jouer avec le stress. Les faiblesses, c'est difficile à dire. Ça varie d'un match à l'autre. Je dirais que les fois qu'il y a eu des faiblesses, je les identifierais pas comme une faiblesse de l'équipe canadienne, mais plutôt que je donnerais le mérite de la force de l'équipe qui ont affronté. Evelyne, je suis convaincu que le genre de softball qui se joue aux Olympiques va plaire à Marc parce qu'on joue du baseball ou de la softball de base. C'est-à-dire, on va avoir des amortis pour gagner un but à la fois, ce qu'on voit beaucoup moins au baseball depuis une vingtaine d'années. Est-ce qu'il faut s'attendre encore une fois, surtout dans les hauts niveaux, là, à des matchs à bas pointage où effectivement on va essayer de gagner un but à la fois? Le Canada, le coach canadien a beaucoup cette mentalité-là. Le frappeur du début, là, le lead-off, embarque. Ils vont faire un amorti pour l'amener en position de marquer, puis après ça, ils vont se faire leur frappeur de puissance pour essayer d'aller chercher un point. Ils vont faire cette stratégie-là beaucoup, jusqu'à temps qu'il y ait quelques points d'avance, que là, ils vont laisser juste la frappe aller plus librement. Le Japon est aussi un peu comme ça. Les autres équipes, plus ou moins, les États-Unis ont beaucoup de battes. Ils vont attendre d'être juste dans une situation très serrée pour faire l'ABC du sport. Là, on embarque, on l'amène en amorti, puis on la fait frapper. Mais oui, c'est sûr que si on compare au baseball, c'est une mentalité un peu différente parce qu'on voit presque juste des amortis quand il y a la défensive spéciale, puis là, qui essaye d'avoir un peu la défensive ou du moins dans les majorités des cas, c'est ça qu'on voit, mais au niveau du softball, là, effectivement, parce que le jeu est très rapide, hein, dès que les buts sont à 60 pieds, donc un coureur rapide peut aussi faire ça dans le but d'amener le coureur en position de marquer, mais d'essayer d'être sauve aussi au premier but. Donc, surtout au niveau canadien, on a un bon 3-4 frappeurs là, qui va, sans même essayer d'amener un coureur au deuxième but, va simplement faire un amorti pour essayer de faire un coup sûr avec l'amorti puis battre la défensive au premier but.
Et Evelyne, si tu nous parles un peu de toi, ton background softball, est-ce que c'est une photo de toi derrière en passant derrière Oui, toi ah, tout à fait. alors, Quand je jouais côté, quand je jouais à l'Université de South Alabama aux États-Unis, mon conjoint a fait faire une peinture d'une photo. Donc oui, c'est moi. mais c'est quoi ton donc bon évidemment de toute évidence c'est allé jouer à l'université aux États-Unis. Donc comment ça s'est passé rapidement ton cheminement dans le softball? J'ai été sur les équipes du Québec pour les Jeux du Canada depuis 2001. Après ça, j'ai été recrutée pour aller jouer. Initialement, je faisais juste jouer ici. C'est un coach qui était venu voir un tournoi puis qui m'avait vu. Je me suis ramassée en NAIA en Alabama. Premiers 2 ans, on a gagné le championnat. Après ça, j'ai transféré en NCAA à l'Université de South Alabama. J'ai fini mes 2 ans là. Puis, je suis revenue au Québec. J'ai rejoué tout de suite avec mon équipe du Québec. C'est comme c'était notre famille, là. Ça fait 20 ans que tu joues avec les mêmes filles. Ben oui, ben oui. Ben, c'est parce que c'est assez rare. Les autres filles c'est demandant beaucoup. Donc, il n'y en a pas beaucoup qui sont revenus jouer avec l'équipe du Québec. En fait, je suis la seule qui est revenue jouer avec l'équipe du Québec. Puis la saison, tout de suite après que je suis revenue, je me suis présentée au camp de sélection de l'équipe nationale. J'ai fait l'équipe. Je suis allée aux qualifications pour le championnat du monde que j'ai joué l'année d'après au Venezuela en 2010, qu'on a fait un podium, une médaille de bronze. Puis après ça, j'ai continué avec l'équipe du Québec. Évidemment, comme vous savez, le 2008 était les derniers Olympiques. Donc, moi, je suis arrivée en 2009. J'ai gradué en 2008 au stage. Je suis arrivée en 2009 sur l'équipe nationale. Donc, mon cycle était celui du Ah, la première dépression des joueuses de softball de ne pas pouvoir aller aux Olympiques. Donc, on va Ouais. pouvoir changer de sujet. Ouais. Evelyne, il y a un pays dont on n'a pas parlé. On a parlé, bon, les deux puissances principales, le Japon et États-Unis. Le Canada, comme tu l'as mentionné, peut être une des équipes les plus puissantes de son histoire. Le Mexique. Le Mexique a beaucoup de joueuses provenant des États-Unis qui ont un lien avec le Mexique de par leurs parents ou grands-parents. Le Mexique a battu le Canada lors du tournoi de qualification. Écoute, est-ce que c'est une équipe qui pourrait mêler les cartes? Parce que là, il y a 4 équipes qui vont se rendre au deuxième tour et le format est fort simple. Il faut terminer 1 et 2 pour la médaille d'or, 3 et 4 pour la médaille de bronze. Il y a une équipe de trop, là, quelque part. L'Italie semble, bon, être. Bon, on s'étonnerait que l'Italie finisse par les 4 premiers. Mais dans le cas du Mexique, est-ce que, compte tenu justement de la victoire contre le Canada dans le tournoi de qualification, est-ce que c'est une équipe qui pourrait mêler les cartes? Oui, ça va être un peu, tout là, quand je disais l'équipe Cendrillon, là, Mhm, c'est une équipe qu'il va falloir ne pas prendre à la légère. Donc, d'après moi, ça va être une mhm, équipe qui va beaucoup bien s'en sortir si on regarde de l'ordre des matchs parce que il y en a beaucoup qui vont vouloir mettre un deuxième lanceur contre eux pour essayer de garder leur premier lanceur. ouais. Puis, il y a beaucoup de puissance. Quand tu mentionnais leur origine, il y en a seulement une qui est née au Mexique. Les 14 autres sont nés aux États-Unis. Tout le monde dans des grosses universités, c'est tous des gros frappeurs. Ils ont battu le Canada dans les qualifications. Ils ont joué aussi récemment, là, au mois de juin-juillet, il y avait des matchs préparatoires. Ils ont joint la NPF, là, la Ouais. Ligue professionnelle aux États-Unis pour jouer des matchs. Donc, en ce moment, leur fiche contre Canada-Mexique, le Canada a 3 victoires, 2 défaites et 1 nulle depuis le championnat Mhm, du monde, depuis les Panaméricains et puis les qualificatifs. Ils ont rejoué aux Jeux panaméricains en 2019 aussi, après ça, il y a les mhm, qualifications. Donc, effectivement, puis c'est le premier match du Canada. Donc, le Canada va vouloir mhm. sortir fort tout de suite en partant pour les tasser de côté, puis essayer de ne pas leur donner de momentum, sachant que ça peut aller d'un bord ou de l'autre, là. Donc, effectivement, le Mexique. L'Italie, quand on pense aux autres puissances, c'est sûr que sur papier, ils ne sont pas aussi fortes, mais ils viennent Mhm. tout juste de gagner le championnat d'Europe, ils sont sur Ouais. un high, comme on dit, ils sont sur une pente montante. Tout le monde, en ce moment, de ce que je lis, de ce que j'entends, c'est une des équipes qui est le moins blessée, qui traîne le moins de blessures aussi. Donc ça, c'est sûr que ça a un petit impact aussi. Euh,
L'Australie, mondialement, dans les dernières compétitions, ils n'ont pas performé autant, mais ils ont une historique olympique. Ils font tout le temps le podium. Donc, le Mexique va falloir qu'il passe au travers de l'Australie aussi. Donc, ce ne sera pas facile là, pour le Mexique. Ils n'ont jamais gagné contre le Japon, Ouais. ils n'ont jamais gagné contre les États-Unis. Le Canada Ouais. a déjà gagné contre les États-Unis, contre le Japon. Donc, comme je disais tantôt, là, le top 4, là, ça va avoir des bons matchs intéressants. Là. Donc, Bon, effectivement, ben, ça m'étonnerait qu'il y ait des 10-0 ou que non, vraiment tous les matchs vont Ouais. pas mal se jouer en 7 manches et plus. Là. Evelyne, est-ce que tu es prête mentalement à travailler avec Alain Usereau? Mais là, aujourd'hui, j'ai appris que c'est normal, il n'arrive pas à l'heure qu'il me dit d'arriver, mais, C'est sûr qu'au mais oui, niveau non, c'est sûr que technologique, ça va être intéressant. non, mais vous allez avoir beaucoup de plaisir. Je suis convaincu. Ça va être un beau tournoi. Je suis content que le softball et que le baseball, bien évidemment, soient de retour Ouais. aux Olympiques et en espérant, en vraiment souhaitant que l'équipe canadienne fasse son petit bout de chemin et qu'on se retrouve Ouais. sur le podium. Là. Ah ouais, ça serait génial après un retour historique un peu comme ça, toutes les préparations. Personnellement, j'ai joué avec des filles qui sont sur l'équipe, donc c'est sûr que que je vais suivre ça avec émotion. Euh, ouais, on va croiser les doigts, on va leur souhaiter bonne chance. Ouais. Ben, écoute, Evelyne, on se revoit, nous, ce mardi, parce que ça commence. En fait, c'est les premiers événements olympiques. On aura l'occasion de les décrire avec l'Australie contre le Japon dès le départ. Il n'y a pas de spectateurs, donc le Japon, oui, on joue à domicile, mais on n'aura pas l'avantage qu'on aurait pu avoir avec l'énergie de la foule. Quant au Canada, le premier match, ce sera à 2 heures ce matin. Contre qui? Ben, c'est un gros match dès le départ, c'est contre le Mexique. Donc, on a très, très hâte d'amorcer cette compétition-là. Evelyne, je vais te laisser accumuler quelques heures de sommeil et on se revoit ce mardi soir pendant une semaine. Ce tournoi, je rappelle, 6 équipes. Les 4 premières équipes se qualifient pour une place sur le podium. Les 2 premières vont se battre pour la médaille d'or et la médaille d'argent, tandis que les équipes 3 et 4 pour la médaille de bronze. Merci beaucoup, Evelyne Paré, et à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Donc, Evelyne Paré, qui sera l'analyste au match de softball. C'est un format très compact. C'est un tournoi à la ronde. On joue contre tout le monde au cours de la première semaine et ça va se terminer, écoute, lundi. Quant au baseball, c'est dans une semaine que ça commence et Marc, on aura l'occasion d'analyser des forces en présence. Il y a 6 équipes qui seront là. Non, le Canada sera absent. Il y a quelques gros pays absents, mais à 6 équipes, Marc, de toute façon, on ne peut pas avoir tout le monde. Donc, on ne peut pas avoir le Venezuela, on ne peut pas avoir Cuba. On peut même penser théoriquement, les Pays-Bas ou l'Italie qui sont des puissances européennes, mais on s'est fait surprendre par Israël. Bref, on aura l'occasion d'en parler au cours de la prochaine Oui. semaine de notre prochain balado. Maintenant, l'actualité dans le baseball majeur. Je vais commencer par une très, très bonne nouvelle sur le plan québécois, c'est que le repêchage a eu lieu lorsqu'on en a parlé la semaine dernière. Ce n'était pas terminé. Il y a un Québécois qui a été repêché. Écoute, ça fait du bien parce que, bon, vous savez, l'an dernier, on rappellera qu'il y a eu seulement 5 rondes, alors c'était difficile d'avoir des gars du Québec. Et là, cette année, ben, on a augmenté à 20 rondes. J'espère que ça ne restera pas ici pour les prochaines années en passant, Alain, qu'on puisse augmenter le nombre de rondes. On verra bien. Ça donnerait l'occasion à plus de Québécois et Canadiens de se retrouver, évidemment, parmi des équipes du baseball professionnel et affiliées. Alors, Connor Angel, très bonne nouvelle, excellent lanceur, développé évidemment dans la région de la Chine, dans l'ouest de Montréal. Denis Boucher a été un entraîneur lorsque Connor était tout jeune, mais plusieurs souhaitaient qu'il sorte un peu plus tôt au repêchage. Moi, peu importe. Alain, à chaque fois qu'on fait un reportage d'un match, toujours un joueur, un très bon joueur qui est repêché en 8, en 12, puis en 15e ronde. On a parlé de Paul Goldschmidt pas plus tard qu'hier, qui est un Oui. choix de 8e ronde. Bon, alors c'est le fun. Alors, une fois que tu portes l'uniforme d'une équipe professionnelle affiliée, tout peut arriver. Et Connor, qui est présentement en Floride, probablement en train de, je l'espère, signer ce fameux premier contrat professionnel, se retrouve dans une excellente organisation, les Rays de Tampa, vous comprendrez. Lorsqu'on parle de développement, lorsqu'on parle, vraiment, ils ont le réseau de filiales le plus garni, si vous voulez, de tout le baseball. Alors, se retrouve entre bonnes mains. Et moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle pour Connor et le baseball québécois, évidemment. Alors, la meilleure des chances, on souhaite évidemment que lui aussi,
puisse attirer d'autres jeunes à tenter leur chance. Le baseball québécois se porte bien. Il y a beaucoup de jeunes qui s'en viennent. Alors, c'est toujours encourageant de voir des jeunes être mis sous contrat. On sait qu'Abraham Taureau va quand même relativement bien maintenant avec les Astros depuis son rappel. C'est encourageant ce qui se passe. Oui, effectivement. Donc, on est très content pour. En fait, ça représente évidemment tout le travail qu'a effectué Baseball Québec au fil des années. Là. Il n'y a pas. S'il y a un joueur, il y a un nom, là, mais tout le monde qui a gravité autour de Baseball Québec a fait un travail admirable depuis plusieurs années. Dans le baseball majeur maintenant, Marc, là, on est rendu, il reste une dizaine de jours avant la date limite pour effectuer des transactions à la fin du mois de juillet. Il y a quelques équipes qui ont bougé. Les Cubs, bon, entre guillemets, ont donné le ton. On, écoute, ça va pas bien pour les Cubs de Chicago. On a fait un match lundi où on a. Écoute, c'était pas très, très beau à voir là, de la façon dont on a joué en défense. Des erreurs, manque de concentration, peu importe. De la façon dont ça se passe avec les Cubs de Chicago, on a l'impression que les joueurs attendent de voir qui sera avec l'équipe au mois d'août. Oui, je suis d'accord avec toi. Lorsque Baez a commis 2 erreurs, bon, c'est pas évident, là, mais ça reste que est-ce que il entend des choses, est-ce que lui aussi, tu sais, c'est une situation pas évidente parce que tu deviens joueur autonome. Dans le cas de Baez, par exemple, on sait qu'il y a un paquet de joueurs d'Areco qui deviennent joueurs autonomes. Ça va donner quoi comme situation? Est-ce que voilà un joueur qui est avec les Cubs depuis les tout débuts? Est-ce que c'est la fin qui s'annonce? C'est pas évident mentalement là, de suivre tout ça. Dans le cas de Bryant, rappelle-toi, bon début de saison, un mois de juin désastreux, au moins au mois de juillet, ça semble se stabiliser, mais ça reste que c'est des noms qui circulent, surtout celui de Bryant, circule énormément. Bryant qui a démontré une belle polyvalence en jouant à tous les champs, en jouant au premier but, troisième but. On sait que les voltigeurs vont être en demande, Alain, au cours de cette date limite, en fait, de la période de transaction. Bryant devient intéressant. Bon, ceci étant dit, que ce soit Bryant, que ce soit Rizzo même, que ce soit Baez, que ce soit Kimbrel, ce sont des gars qui deviennent joueurs autonomes. Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter ou qu'est-ce qu'on est prêt à donner pour ces gars-là, compte tenu qu'on va les avoir, on va se dire, on les emprunte, là, parce qu'à moins que les équipes aient évidemment d'autres plans pour ces joueurs-là. Exemple, un Bryant, on peut aller le chercher, mais on espère le signer. Là. Mais ça reste que ce sont des joueurs autonomes. Donc, quel est le prix à payer pour ces gars-là? J'ai hâte de voir comment on va dicter justement le marché là, au cours des prochains jours à ce niveau-là. Oui. En ce qui concerne les releveurs, moi, écoute, je me demande quel est le marché. Et quand je dis ça, je fais juste référence, encore une fois, au contrat signé par le releveur numéro 1 cette saison, Matt Barnes, avec les Red Sox de Boston. Je regardais les montants, puis je me dis, tu regardes un Will Smith, par exemple, avec les Braves d'Atlanta, qui est signé pour, bon, ça pense c'est 13 millions par année. Chapman, Kings. On ne va pas plus. Jansen, c'est à peu près ça avec les Dodgers. Je serais très étonné qu'on se rende jusque-là pour les releveurs numéro 1, compte tenu de ce que Barnes vient d'avoir. Puis, écoute, c'est établi, Marc. Les releveurs qui, année après année, ont la même stabilité quant au rendement sont extrêmement rares. Il y a des fluctuations qui sont importantes d'une année à l'autre. Et ça peut s'expliquer par le fait qu'une seule mauvaise manche par un releveur, ben, ça prend 2 mois pour s'en remettre là, sur le plan statistique. Mais, mais tu comprends, Boyd est signé pour moins de 10 millions par année. J'ai l'impression que le marché pourrait être à la baisse. Ça va être durant l'hiver. Durant l'hiver, je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression que le marché peut être à la baisse au niveau des releveurs numéro 1. Mais tu ne penses pas que ça peut influencer le marché actuel? Ben, ça peut l'influencer, mais bon, comme par exemple, un Kimbrel, OK, qui va très bien. Lui, bon, il devient joueur autonome. L'équipe pourrait exercer l'option de le garder pour 16 millions. C'est beaucoup. Bon, ouais. Je viens de parler de 9 millions dans le cas de Barnes, ça quand même une différence énorme. Mais dans ce cas-ci, il reste 70 matchs, on est au prorata du salaire. Bon, il reste peut-être un 7 millions à payer d'ici la fin de l'année. Est-ce que les Blue Jays de Toronto ne pourraient pas aller chercher un Kimbrel? Imagine-toi si les Blue Jays se retrouvent avec un gars comme Craig Kimbrel. Est-ce que ça pourrait donner l'énergie nécessaire? On sait que l'attaque va produire. Imagine-toi le signal lancé aux joueurs de l'organisation si tu vas chercher un Kimbrel. Bon, je lance l'idée comme ça. Ça pourrait devenir quelque chose d'intéressant. Encore une fois, quel est le prix? Mais si on a une option pour 16 millions, c'est sûr que c'est pas attrayant pour les Blue Jays de garder Kimbrel après la saison.
Mais rappelle-toi Chapman, qui avait été pratiquement emprunté par les Cubs de Chicago pour gagner une série mondiale. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire de même du côté des Blue Jays de Toronto, compte tenu évidemment de les problèmes qu'on a eu en relève? Et en tout cas, je trouve que ça pourrait donner. Ça pourrait être le genre de transaction qui, tu comprends, dans cette date limite là, avec des équipes qui luttent pour une place, pourrait donner le ton, là. Oui. Je veux qu'on parle un peu des équipes de l'Est de la nationale. Les Braves d'Atlanta, d'abord, on a perdu Acuna. Alex Antopoulos qui tente de rapiécer un peu les morceaux, là, parce que là, écoute, bon, on est pratiquement, on n'a aucun rendement de la part des receveurs depuis le début de la saison, depuis la blessure de Travis d'Arnaud. Finalement, Steven Vogt va s'amener. C'est lui qui va se taper le gros du travail derrière le marbre. Je trouve que cette arrivée-là arrive tardivement, moi, chez les Braves d'Atlanta. Est-ce que le prix était trop élevé auparavant? Je ne sais pas. Je trouve juste que ça arrive un peu tard. Et là, Acuna vient de partir. On sait qu'on est au champ gauche, Ozuna, il ne viendra pas cette saison. On se demande même s'il va revenir avec les Braves d'Atlanta. Exact. Écoute, Jock Peterson arrive, c'est pas Ronald Acuna. On va peut-être remplacer Ozuna avec Peterson, mais sûrement pas Ronald Acuna. Puis Ian Anderson qui s'en va sur la liste des joueurs blessés. Et là, je pousse un soupir, là, puis je me mets dans la peau d'un fan des Braves. Ben, c'est pas évident. C'est clair que c'est pas évident. Par contre, tu ne peux pas blâmer Antopoulos de tenter de combler les trous. Je veux dire, Peterson, c'est quand même pas, c'est pas Acuna, mais c'est quand même pas, là, c'est un gars qui va être capable de produire avec un peu de puissance. Freeman connaît une pas pire saison, peut-être pour avoir une deuxième moitié encore plus intéressante. Qui sait, moi, dans l'Est, il y a une fenêtre. Même si les Mets semblent trouver le moyen de gagner, là, je regarde les 2 derniers matchs, puis je me dis, bon, on a tout fait pour les perdre, puis on les a gagnés. Les Mets, il y a quelque chose de spécial, mais ça reste qu'il y a une fenêtre malgré tout. Même si on ne joue pas tellement bien, écoute, il y a 2 clubs qui jouent pour 500 dans cette division-là, mais il n'y a pas un grand écart nécessairement entre les équipes. Donc, je comprends Topoulos de tenter de sauver un peu la donne sans que ça lui coûte trop cher, là, aller chercher justement des Peterson, des Steven Vogt. Puis en tout cas, bravo dans ce cas-ci. Est-ce qu'il va pouvoir aller d'un échange, un grand éclat pour essayer de. Je ne penserais pas. Honnêtement, je ne penserais pas là, du côté des Braves. Mais ça reste que, bon, la blessure à Lindor, DeGrom se retrouve sur la liste des blessés. C'est pas nécessairement plus rose là, du côté des Mets, même si, encore une fois, on trouve le moyen de gagner. C'est pas gage que ça va se poursuivre, cette affaire-là. Donc, moi, je trouve que c'est une division pas mal intéressante. Il n'y a pas de très, très bonnes équipes, là, si on se fie aux fiches puis on se fie au différentiel. Mais ça peut devenir fort excitant dans le dernier droit de voir ce qui va se passer avec cette division-là. Chez les Mets de New York, si tu avais à avoir un joueur présentement à acquérir, lanceur partant ou joueur d'arrêt court? Écoute, de ce que j'ai vu hier, ça me prendrait un joueur d'arrêt court. Honnêtement, là, Lindor pouvait. Il y a eu ses problèmes en attaque, mais il y avait une stabilité qui est réconfortante au milieu du terrain, qui n'est pas remplaçable. Hier, il y a eu 3 erreurs dans la même manche au milieu de l'avant-champ. On a botté la balle. Ça a été vraiment épouvantable. On a quand même gagné. Là. On a gagné en manche supplémentaire 15-10, mais ça reste que moi, je préférais, parce que DeGrom, oui, c'est un peu inquiétant parce que ça fait quelques fois qu'on pense qu'il va rater des départs, puis là, finalement, on dit on va prendre un repos, mais on a quand même des gars qui sont capables de faire, Walker est là, Stroman est là, on peut maintenir un certain rythme, mais stabiliser le centre du terrain, pour moi, serait une priorité chez les Mets de New York. Oui, quitte à acquérir un arrêt court, puis si Lindor revient, on le met au deuxième but parce qu'on n'a pas tant de stabilité au deuxième but, là. À moins que Robinson Cano revienne cette année, mais ce serait surprenant. Et on peut partir toutes sortes de rumeurs, pas de rumeurs, mais évidemment d'idées, là, mais c'est pas farfelu de penser qu'un Baez pourrait se retrouver avec les Mets. C'est pas farfelu parce que, bon, Lindor est quand même absent pour quelque temps. Baez devient joueur autonome. On vient de signer Lindor à long terme. On ne gardera pas Baez à la fin de l'année pour l'année. Mais on peut, pour finir le dernier droit, s'assurer de garder cette première place-là. Peut-être qu'on peut aller chercher un Baez. Et à ce moment-là, comme tu l'as dit, lorsque Lindor sera de retour, tu sais que Baez a déjà joué au deuxième et a été très bon avec les Cubs de Chicago à cette position. Imagine-toi, au milieu d'avant-champ, Baez, Lindor en défense.
Euh, c'est pas farfelu de penser que ça pourrait fonctionner. Encore une fois, le prix à payer n'est pas si énorme. Le joueur devient autonome dans le cas de Baez. Donc, on ne donnera pas 1000 prospects. Les Cubs vont accepter à peu près la meilleure offre, parce que sinon, on le perd de toute façon à la fin de l'année Ouais. si on n'a pas l'intention Ouais. de le mettre sous contrat. Alors, si on a l'intention de lui offrir un contrat à long terme, là, c'est autre chose. Chez les Phillies de Philadelphie, il y a, un voltigeur de centre, je pense, ça ne nuirait pas à l'équipe. Starling Marte viendrait combler cette lacune chez les Phillies de Philadelphie, assurément. Mais là aussi, chez les lanceurs partants, il y a des problèmes. On parle du Big Three, mais c'est parce qu'Aaron Nolan ne lance pas bien depuis un mois. On dit que, ces dernières séances sur les lignes de côté se sont bien déroulées pendant la pause du match des étoiles. Sauf que si Nolan ne revient pas au niveau où il est supposé être, Marc, les Phillies vont faire du surplace, là. Oui, puis on parlait de la fenêtre, là, les Phillies, eux peuvent vraiment menacer les Mets de New York. Tu as raison de le mentionner. Mais il faut quand même que tu crois à ce que tu as en place. Il faut croire que Nola peut se replacer. Je pense que c'est la clé. Ouais. Je pense pas qu'on va aller. J'aimerais mieux voir un voltigeur de centre qu'un autre lanceur partant, compte tenu du fait que tu dis, Nola va se replacer. On l'a, on sait ce qu'il est capable de faire, on sait ce qu'il a déjà fait. Il n'y a pas de raison pour laquelle on ne retrouvera pas son rythme au monticule. Tandis que ce qui s'est passé comme voltigeur de centre depuis le début, c'est un petit peu plus compliqué. C'est pour ça que je parlais tantôt des voltigeurs. Et ce ne serait pas farfelu de voir Chris Bryant avec les Phillies, compte tenu aussi de ce qui se passe au troisième but, alors que le jeune Baum va beaucoup moins bien que l'an dernier. Alors, est-ce qu'on pourrait combler deux sortes de lacunes? Je ne dirais pas que Bryant irait au champ-centre nécessairement, même s'il l'a fait plusieurs fois cette année avec les Cubs, il n'est pas un champ-centre type, mais ça reste que ce sont des possibilités fort intéressantes qui s'offrent peut-être aux Phillies de Philadelphie. Si jamais, encore une fois, les Cubs n'ont pas l'intention d'offrir un contrat à long terme à un gars comme Chris Bryant. Oui, Washington Marlins, qu'est-ce qu'on fait de ce côté-là? On liquide? Il y a des gars aussi là, qui pourraient partir. Je parlais de Marté tantôt, là, ce serait une sacrée bonne monnaie d'échange pour revamper. Surtout que ce lundi, il y a deux autres réguliers qui sont retrouvés sur la liste des joueurs blessés, Chisholm et Cooper. Non, tout à fait. Tout à fait. Il y a plusieurs équipes, malheureusement, il y a plusieurs équipes en date d'aujourd'hui qui, de toute évidence, vont vendre parce qu'on n'est plus du tout dans la course, même parmi les équipes repêchées, dont les Marlins. Les Nationals, c'est un petit peu plus délicat, là, compte tenu que personne s'envole vers la première place. Mais je veux dire, c'est ce que je trouve le fun avec le baseball, c'est que la date limite n'est pas trop tard. Alors, les décisions doivent se prendre maintenant. On doit se positionner maintenant. Et je suis convaincu que les Nationals se disent, si on pouvait attendre encore 2, 3 semaines, juste voir on est où dans tout ça, mais on n'aura pas ça. On a une dizaine de jours maintenant. Alors, est-ce qu'un Max Scherzer devient à ce moment-là disponible? Ouais. C'est pas impossible non plus. Alors, moi, je pense que ça va bouger pas mal, Alain, dans cette date limite des transactions. Il y a quand même beaucoup d'équipes qui sont positionnées avantageusement pour tenter de faire une dernière poussée. Là. Alors, ça pourrait donner droit là, à beaucoup de mouvements de personnel. Oui. Ouais. Écoute, au cours de la dernière fin de semaine dans la Ligue américaine, il y a eu une série que je regardais avec beaucoup d'attention. C'est ton cas, toi aussi, celle entre les Astros de Houston et les White Sox de Chicago. C'est impressionnant ce que les White Sox réalisent cette année. Remarque que les Astros ont leur blessé aussi. Bregman, ça fait longtemps qu'il est sur la touche. N'empêche, les White Sox de Chicago ont plusieurs réguliers. On en fait monter. Tout le monde fait le travail. Même il y a des gars comme Brian Goodwin qui a tellement bien fait que ça a forcé le départ d'Adam Eaton. Tu parles d'équipes qui sont peut-être destinées, comme on l'a vu avec les Mets de New York. Tu gagnes 2 matchs de la sorte, tu te dis, les dieux du baseball sont de mon côté. Est-ce que c'est la même chose avec les White Sox de Chicago, de ce que tu vois? Oui, absolument. Rappelle-toi les mauvaises nouvelles. Eminez qui s'en va, blessé rapidement tôt en saison. Michael Kopech, qu'on pensait connaître une excellente saison. On n'avait même pas de place pour lui comme partant. Excellait comme revers, se blesse. Ça n'a même pas paru. Il est de retour depuis quelques temps, mais écoute, on ne l'utilise pas. Tout le monde fait le travail. Tu regardes la qualité des départs des lanceurs partants. Luis Robert tombe au combat, ça n'a pas paru. Adam Eaton, qui devait prendre la place, il n'est même plus avec l'équipe parce qu'on l'a remplacé par Goodwin. Écoute, je vais lever mon chapeau, moi, à Tony La Russa. Je ne pensais pas que ça allait fonctionner si bien que ça.
Mais force est d'admettre que les gars jouent de la balle et lorsque tu as autant de défis en termes de joueurs blessés, bon, oui, on a de la profondeur dans l'organisation, mais quand même, mais que tu as toujours gardé le même niveau de jeu, ben, bravo. Et je pense que ce qu'on a fait l'année dernière, on a commencé à bâtir une culture de Ouais. gagnant l'année dernière. Ça s'est poursuivi cette année parce que les vétérans ont embarqué évidemment dans le processus. C'est une équipe extrêmement dangereuse. Si les séries commençaient aujourd'hui, Alain, tu regardes la qualité des lanceurs partants, tu Ouais. regardes ce qui se passe en attaque, ce serait une équipe qui, honnêtement, là, serait nettement avantagée là, pour les séries si ça commençait maintenant. Bon, il y a encore un 70-72 matchs à jouer, Ouais. donc il y a beaucoup de baseball à jouer. Mais en date d'aujourd'hui, là, c'est une équipe très, très dangereuse. Il ne faut pas oublier, quand la saison a commencé, il y en a plusieurs qui mettaient en valeur le personnel de releveur de cette équipe-là. Là, je veux dire, on a acquis Liam Hendricks, puis on avait quand même de bons joueurs, de bons jeunes, je pense à Bomber, Crochet, à qui on donnait un peu plus de responsabilité. Certains autres, bon, qui ont été blessés, je pense à Foster, à Fry. Bref, on avait beaucoup d'armes au sein du personnel de releveur. Et je ne vois pas de faiblesse. Ben, tu as raison de mentionner ça parce qu'on parlait de Michael Kopech tout à l'heure. Tu sais, c'est un bras extraordinaire. Il n'a pas lancé l'année dernière. Et là, soudainement, ben lui n'est pratiquement pas utilisé, pas parce qu'il lance pas bien, c'est que les Ouais. situations Mhm. ne sont pas propices à son utilisation. Mais tu imagines si un partant se blesse, c'était quand même un gars comme ça qui peut venir derrière remplir ce Ben rôle-là. ouais. Donc, vraiment, les White Sox, présentement, sont en voiture. Là. Bon, l'Est de l'Américaine, faut en parler. Les Red Sox sont toujours premiers au moment où on se parle. Ils ont démoli les Blue Jays de Toronto dans le premier match de leur série en début de semaine. Tu ne peux pas te fier sur un seul match. Là. Les Blue Jays avaient quand même bien fait contre les Rangers Non. du Texas, sauf qu'il faut rebondir de façon positive face aux Red Sox de Boston. C'est une série qui est importante quand même. Là. Je veux dire, tu peux pas. Je sais que c'est tôt. Bon, si on perd la série, on ne reculera pas tant que ça. Sauf qu'on égrène quand même des matchs qu'on devrait gagner si on veut se rapprocher d'une place en série. Ben, le baseball, Alain, là, c'est assez unique. Les Red Sox ont eu toute la misère au monde de marquer des points face aux Yankees. On a perdu 3 séries de suite là, du côté des Red Sox. L'attaque a ralenti. On arrive contre les Blue Jays. Ross Stripling qui va quand même très, très bien depuis quelques temps. Puis écoute, ça a été un match à sens unique. Mais ce n'est qu'un match. Et là, j'ai hâte de voir la réaction des joueurs des Blue Jays suite à cette défaite. Moi, j'ai l'impression que les Jays vont rebondir. Ça reste que ce qui me, j'allais dire préoccupe, ça me préoccupe pas tant, mais il y a eu des propos de Stripling qui, après le match, m'ont fait réfléchir. Et Stripling a dit, écoutez, il dit, mentalement, j'ai un peu bizarre parce que mercredi, je vais dire bonjour à ma famille, puis je ne les verrai pas pendant au moins 2 mois, parce que les familles ne suivront pas à Toronto. Les Blue Jays, on sait, vont rentrer à Toronto le 30 Ouais. juillet. Ça fait plaisir à bien des gens. Mais là, les familles, la grande majorité des joueurs n'iront pas au Canada. Bon, pour toutes les Mhm. raisons que l'on connaît. Là. Alors là, est-ce qu'on rentre dans... Bon, je sais que c'est une équipe qui est jeune. Là. Je pense à Vladimir, à Bichette, à Biggio, qui n'ont peut-être pas encore de grandes familles, mais les joueurs qui ont des familles, on doit leur dire bonjour on se verra dans 2 ou 3 mois, là, dépendamment si les Blue Jays vont loin en série. Ben, ça peut avoir un aspect là, pour un match ou deux, là, une espèce euh, mentalement, bon, ce sont des humains, là, ils ont leurs problèmes quotidiens comme tout le monde. Alors, et sans mettre le blâme là-dessus, dans le cas de Stripling, il a dit que mentalement, il était peut-être pas aussi solide qu'à l'heure de ces derniers départs-là. Quand même un aspect non négligeable à surveiller au cours des prochains jours, comment les Jays vont se comporter et voir comment ils vont rebondir suite à cette Ouais. dégelée subie face aux Red Sox. Bon, les Yankees ont peut-être sauvé du temps. Je dis du temps, je ne parle pas de leur saison face aux Red Sox de Boston. Ils avaient une main dans le dos. Chapeau, on va leur donner le crédit. Ils ont quand même gagné 2 matchs sur 3 avec l'absence de plusieurs réguliers, Ouais. avec une demi-douzaine de lanceurs sur la liste des joueurs blessés, des lanceurs qui avaient quand même des responsabilités. On n'est pas plus avancé, dans le fond, que lorsqu'on s'est parlé la dernière fois avec les Yankees de New York. Le point d'interrogation au-dessus de la tête des décideurs est toujours là.
Oui, puis on a toujours un différentiel qui est tout juste à la barre de zéro. Mais on trouve le moyen de rester vivant dans tout ça, ce qui est quand même déjà un bon exploit selon moi. Mais c'est effectivement les 10 prochains jours vont être fort intéressants pour un partisan des Yankees. On fait quoi là? On fait quoi avec ça? C'est-à-dire qu'évidemment, on ne vendra pas, là, mais est-ce Mhm. qu'on va acheter? Est-ce qu'on va vraiment aller se chercher de l'aide à ce niveau-là? Ouais. Est-ce qu'on décide d'être un peu patient avec le retour de certains joueurs au cours des prochains jours? Tu ne peux pas creuser l'accord plus qu'il est, selon moi. Les Red Sox, peut-être, ne seront pas aussi solides en deuxième moitié, mais ils ne joueront pas en bas de 500 non plus, là. Alors, de Mhm. rattraper 7-8 matchs, ça va en prendre des victoires, ça va en prendre des matchs. Alors, j'ai de la misère à statuer où les Yankees vont se situer parce qu'il n'y a pas vraiment de rumeur. Bon, les gens ont lancé Joey Gallo, mais honnêtement, Ouais. et je sais qu'il est frappeur gaucher, mais un autre frappeur de puissance, moi, si j'étais les Yankees, il me semble que j'irais me chercher des joueurs un petit peu plus, je vais dire athlétiques, mais un petit peu plus, qui apportent un peu plus de vitesse. Une autre dimension là, que ce que Judge ou Stanton ou Sanchez offrent dans le rôle offensif. J'aimerais voir un joueur un petit peu plus complet, qui peut voler des buts, qui est capable peut-être de frapper des doubles. Non, tu comprends ce que je veux dire? Un gars comme Max Kepler, on a lancé quelques noms là, lors de notre dernier Mhm. reportage, mais euh, bon, écoute, si on est capable d'avoir Joey Gallo, pas de problème, mais je ne suis pas Ouais. certain que c'est le type de joueur, outre le fait qu'il soit gaucher, qui va Ouais. vraiment permettre aux Yankees d'aller plus loin, là. Ouais, c'est un gros facteur, par contre. Bon, de voir Gallo pendant 2 mois avec la clôture du champ droit, là, j'haïrais pas ça, je suis convaincu. C'est la faiblesse des Yankees face aux lanceurs droitiers, ouais, qui m'intrigue un peu. Et je me dis, oui, Gallo, mais chez les Yankees, on a revampé le système de filiales, sauf que des gros prospects n'arriveront pas avant une année ou deux. Une année, ça, c'est très optimiste. Euh, Est-ce que des gars comme Fraser, comme Loai Siga, par exemple, Loai Siga, on a vanté son étoffe depuis quelques années. Des fois, on l'a utilisé dans des circonstances avec une pression un peu plus forte, a eu des difficultés. Est-ce que des gars comme ça pourraient être disponibles? Parce qu'un bras comme Loai Siga, je m'excuse, mais ça pourrait être attirant pour une autre équipe. On pourrait même ajouter Garman dans le portrait, là, Encore? ouais, alors, ben oui, les Yankees ont des munitions, absolument, pour effectuer des transactions. Ce sont des joueurs là, qu'on vient de nommer qui pourraient intéresser, certes, Euh, des équipes, toujours il faut être en santé là, pour les échanger, mais ça Oui. reste que, oui, les Yankees ont le potentiel, selon moi, d'avoir suffisamment de munitions là, pour aller chercher un joueur ou deux. Là, évidemment, on verra la priorité, là, mais je pense que le frappeur gaucher devient une priorité chez les Yankees de New York actuellement. Ouais. Bon, dernier mot sur l'Ouest de l'Américaine. Il y a deux équipes là, qui sont intrigantes. Euh, les Angels et les Mariners. Là, les Mariners, on a parlé de Seager pendant très longtemps, frappeur gaucher. Il n'y a pas de bonne saison, Seager. Ce n'est pas la raison pour laquelle les Mariners ont un bon dossier cette saison. C'est qu'on lance bien. Il y a quelques joueurs qui surprennent. Puis, on se croise les doigts. Là aussi, j'ai l'impression, tu sais, le point d'interrogation que je parlais là, par-dessus la tête des dirigeants des Yankees, j'ai l'impression qu'on la retrouve un peu chez les Mariners. Écoute, puis, on se retrouve dans une position fort intéressante où là, il y a des jeunes qui ont bien répondu Oui. euh, du côté des Mariners. Alors, j'espère qu'on va être patient. Là. Évidemment, Seager devient une option intéressante parce que Seager, bon, oui, c'est un vétéran, puis j'ai toujours cru en voir un gars autour de jeunes qui peut, tu sais, qui montre aux jeunes un peu le droit chemin dans le baseball majeur, qui n'est Mhm. pas toujours évident. Mais je trouve que Seager pourrait devenir un joueur qu'on peut échanger, qu'on peut avoir quelque chose en retour, qui aide davantage les Mariners de Seattle en ce moment. Mhm. Moi, j'aime ce que je vois de cette organisation-là. Rappelle-toi au début d'année, lorsque le président Ouais. des opérations baseball Ah, avait commis une bourre, puis euh, ça allait avoir un effet, assurément. Est-ce que ça allait avoir un effet négatif ou positif? Je c'est-à-dire, suis content de voir que ça va du côté positif présentement et qu'on a changé un peu la mentalité de l'organisation. Et je suis content de voir que les jeunes ont répondu à ça. Est-ce que ça
poursuivre tout ça, je l'espère. Et les Angels, évidemment, qui souhaitent le retour de Mike Trout. Ohtani qui fait le gros du travail, il est encore aussi impressionnant qu'à ses débuts. Tu as vu Ohtani là, qui vient de signer une entente là, avec une compagnie pour... écoute, il devient le joueur... C'est pas mêlant, là. Il est devenu le joueur le plus populaire de tout le baseball actuellement. Sa valeur marchande est la plus élevée de tous les joueurs du baseball majeur, même pas proche, là. Il est vraiment le visage du baseball actuellement, Shohei Ohtani. Alors, tu comprendras que le baseball majeur souhaite aussi, puis sans dire que le baseball majeur prend pour une équipe ou une autre, là, mais on aimerait ça voir les Angels, non seulement Mike Trout, mais que Shohei Ohtani puisse... Imagine-toi si les Angels arrivent en série avec Ohtani et Mike Trout, ce serait quand même assez intéressant, mais bon, il va falloir quand même gagner un petit peu plus, là. Autrement dit, et là, je fais référence à un incident qui est arrivé sur les ondes de ESPN, un commentateur qui mentionnait que, Ohtani et Vlad Guerrero, le fait qu'il ne parlait pas anglais n'aidait pas la cause du baseball. Ce que je comprends, c'est que ça ne dérange pas des commanditaires trop, hein? Ça dérange personne. C'est ce qu'on veut, Alain, c'est ce qu'on voit sur le terrain, c'est le spectacle que l'on offre sur un terrain de baseball. Écoute, c'est un éternel débat, là, la langue, là, mais je pense qu'aujourd'hui, là, de façon que le baseball est international, je joue comme Vlad, je joue comme Shohei Ohtani. Les gens vont payer pour aller voir ces gars-là. Les jeunes, tu sais, les comptes Instagram, les TikTok de ce monde, là, ces espèces de réseaux sociaux, là, ce sont des images d'Ohtani et de Vlad Guerrero qu'on voit actuellement. Là, c'est pas, peu importe la langue, là, c'est ce qu'on veut voir, c'est des gars jouer de la sorte. Oui. Et un dernier mot sur les A's d'Oakland. J'ai fait connaître mon scepticisme quant à la saison qui vient à l'attaque. Sauf qu'il y a un point commun, ça aussi je l'ai mentionné, les bonnes équipes ont de bonnes rotations de partants. On a beau utiliser des ouvreurs, tu regardes la tendance des équipes là, qui sont en tête, puis que ce soit les White Sox, que ce soit les Astros, même dans la nationale, on peut parler, quand les lanceurs partants vont bien généralement, les Brewers de Milwaukee, un bel exemple aussi, mais là, on a 5 partants qui vont bien là, chez les A's d'Oakland. Il y a Bassett, Montas, Manea, auquel on a ajouté, je pense, c'est la surprise, Cole Irvin. Je pense que les Phillies le reprendraient, celui-là. Et James Caprellin, qui est un ancien des Yankees, qu'on a obtenu pour Sonny Gray. Bref, on a une rotation à 5, on ne se casse pas la tête, on demande juste un petit peu d'attaque. Si Matt Chapman peut se remettre à frapper, je pense que ça va être la clé. Ça aiderait énormément la cause des A's, qui sont néanmoins bien placés. C'est pas que je change mon fusil d'épaule, je dis juste, je regarde les tendances, j'aimerais juste un petit peu plus d'attaque de la part des A's. Moi, ce qui m'inquiète du côté des A's, tu sais, Alain, ce mardi, il y a un vote important à Oakland pour le fameux projet. Si jamais ce projet-là ne fonctionne pas, qu'on vote contre ce projet-là, j'ai peur que ça crée une ambiance négative. C'est que là, il y a vraiment les rumeurs de déménagement vont arriver de partout. Ça va être on va parler que de ça à Oakland, la perte possible des A's. Est-ce que ça peut déranger une équipe comme les A's qui, encore une fois, connaissent une bonne saison? Tu viens de mentionner un peu ce qui se passe avec les partants, puis effectivement, si l'attaque peut en donner un peu. Mais la grosse nouvelle à Oakland présentement, c'est ça. Et si jamais il y a un vote positif ou que là, oui, on va de l'avant avec ces projets-là, là, il pourrait y avoir quelque chose qui pourrait découler de ça de façon très positive. Alors, je sais que c'est un aspect hors terrain, là, ce qui se passe, mais à quelque part, tu sais, Alain, on l'a trop vécu avec les expos. Moi, je me souviens, les expos, les rumeurs de déménagement, de dissolution à l'époque. Ben, les joueurs, écoute, si tu veux pas, tu es conscient de ça, puis ça peut déranger. Alors, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ce dossier-là. Ça fait 12 ans que le dossier des A's, possible nouveau stade de déménagement. Là, il faut arriver avec une solution, il faut arriver avec une décision. On sait que Las Vegas peut-être attend son tour dans le baseball aussi. J'aimerais juste qu'une décision soit prise rapidement dans ce dossier-là pour qu'on. Et évidemment, je pense que le souhait de tous, là, quand je dis tous, ce sont les partisans, les dirigeants, le baseball majeur. Il faut que les A's restent à Oakland. C'est une franchise riche en histoire, des partisans partout, un peu partout en Amérique. C'est une équipe très populaire à bien des égards.
Moneyball aussi, rappelle-toi, a mis les A's un peu sur la carte. J'espère qu'on va trouver le moyen de garder les A's à Oakland. Oui, mais tu sais, Marc, c'est depuis que les Aces ont déménagé. Ils sont arrivés de Kansas City, là, les Aces, là, qui étaient arrivés de Philadelphie. Bref, c'était à la fin des années 60. Depuis qu'ils sont à Oakland, qu'on parle de déménagement. Et c'était fait, en fait, à la fin des années 70, là, l'équipe était déménagée à Denver. C'était fait. Il y a eu une intervention de dernière minute qui a fait en sorte que les Aces n'ont pas déménagé. Mais juste te dire comment, tu sais, les Expos ont vécu des moments pas faciles. Là. Si je te parle d'une saison complète avec 300 000 spectateurs, là, les, les Expos n'ont jamais été proches de ça. C'est ça qu'on a eu avec les Aces d'Oakland. C'était horrible à la fin des années 70. Donc, est-ce qu'on est rendu là à Oakland? Je ne sais pas. Mais effectivement, ça peut être une distraction majeure en vue des Aces d'Oakland, ce qui serait fort dommage parce qu'on n'a pas de mauvaise équipe du tout. Là. Présentement, on joue bien. Les camps s'en mettent sur place. Moi, je pense que Billy Beane va bouger. Je ne sais pas où on va chercher de l'aide. Les partants, on a une bonne rotation. Mais j'ai l'impression que Billy Beane pourrait, et sa troupe, ce n'est pas le seul qui prend les décisions, là, mais c'est lui qui chapeaute tout ça. J'ai l'impression que oui, il pourrait nous surprendre. Là. Comme il le fait à chaque année, Alain, Ouais, les Aces vont toujours chercher un petit peu d'aide à gauche, à droite. ouais, L'avantage, c'est qu'on ne va jamais chercher le gros nom. On va chercher un joueur efficace, un joueur qui a le profil d'un gars des Aces d'Oakland. Il n'est ouais. pas difficile, pas facile à cibler. Je pense qu'il y a des gros noms là, comme Whit Merrifield, on en a parlé souvent, mais lui aussi devient disponible avec les Royals qui, bon, s'en vont nulle part à ce niveau-là. Merrifield qui vieillit, là, qui rajeunit pas, en fait, et qui pourrait rendre de précieux services, que ce soit avec les Yankees, que ce soit avec les A's. Donc, écoute, c'est pour ça que je pense que vraiment, les 10 prochains jours vont nous offrir, selon moi, pas mal de Ouais. changements. Oui, j'espère juste qu'on ne fera pas l'erreur qu'on a fait en 2014 lorsqu'on avait échangé Yoannis Cespedes, qui avait changé complètement la dynamique des Aces d'Oakland. Billy Beane aura beau dire que sans cette transaction, ce ne serait pas rendu en série. Euh, la plupart des observateurs Ouais. s'entendent. Il n'a pas été parfait dans ces transactions-là. Celle-là a fait mal. Ouais, écoute, puis moi, je trouve que parfois, on néglige effectivement cet aspect-là, Alain, chez les Ouais, directeurs, gérants. Oui, qualité de joueur pour qualité de joueur, c'est une chose, mais ce que le joueur apporte au niveau de l'énergie, de l'esprit ouais, d'équipe, ça, c'est souvent négligé, puis il ne faut pas le faire. Tous les joueurs, ceux qui font des sports d'équipe, vont vous le dire, lorsqu'un joueur quitte, qui amène de l'énergie. Écoute, là, tu vois, je m'en vais loin avec ça, mais je me souviens que lorsque Dale Hunter avait quitté les Nordiques de Québec à l'époque, non, mais tu comprends, là, c'est ce genre d'énergie-là. On pourrait faire même chose avec le Canadien, avec les expos de l'époque. Lorsqu'on échangeait Larry Parrish, certains ont dit ah oups, ouais, on a enlevé beaucoup d'énergie aux expos. Donc, il faut faire attention parfois, le type de joueur que l'on échange. La décision baseball peut sembler bonne, mais il y a plus que le joueur sur le terrain ouais, parfois. Puis là, dans le cas de Cespedes, même si Cespedes, c'était peut-être pas le plus populaire dans le vestiaire, mais l'énergie qu'il amenait sur le terrain ah ouais. avec les A's était quelque chose de spécial. Effectivement, le parallèle avec Larry Parrish est très, très bon. D'ailleurs, et bon, ça fait 40 ans que, en fait, que c'était sa dernière année avec les Expos de Montréal. Ben, écoute, Marc, on va se laisser là-dessus. On va se revoir la semaine prochaine. On va parler du tournoi olympique de baseball. Quant aux activités du baseball majeur, ben, le prochain match, c'est ce mercredi. On reverra les Cubs de Chicago contre les Cards de Saint-Louis. Est-ce que les Cubs auront bougé d'ici là? Ben, ce sera à voir. Merci, Marc. Tout le monde, on vous souhaite de passer une bonne semaine et bons Jeux olympiques également. À bientôt.